C'est pas dans le film, c'est peut-être dans le film. Voilà, je crois que là ça marche mieux. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je suis très heureux d'avoir ce soir avec nous, le micro a l'air hésitant. Ça marche, oui. Je suis très heureux d'avoir ce soir Alain Lambert avec nous. Alain Lambert, que j'apprécie beaucoup depuis longtemps, dont je suis les travaux souvent acides mais très percutants sur des sujets graves. Alain Lambert a été ministre du budget et de la réforme du budget, de la réforme budgétaire, a été sénateur, est actuellement président du Conseil général de l'Orne. Et la dernière fois qu'on s'est vu, et la dernière fois que Alain Lambert est intervenu pour le Parti libéral démocrate, c'était dans l'Orne, où nous tenions notre université d'automne dans le château de Courtomère. Et certains d'entre vous ici y étaient, donc ils se souviennent de ce week-end mémorable. Alain Lambert a écrit un livre qui évoque le danger des déficits publics. Le titre est parlant, Déficit public, la démocratie en danger. C'est un livre que malheureusement moi je n'ai pas encore eu le temps de lire, étant plongé dans la complexité des municipales, sujet sans fin qui vous prend vos nuits, vos journées. C'est une vraie danseuse, donc je le lirai à Noël. Mais ce soir, j'espère que vous aurez tous la liberté d'échanger avec Alain Lambert sur son livre après sa présentation. Et vous verrez que c'est très libre et le sujet me semble important au moment où on voit les populismes monter, à droite comme à gauche, sur l'Europe, sur la France, avec des simplifications, des raccourcis. Alain Lambert, la parole est à toi, merci d'être là. Merci Aurélien. En effet, la dernière fois que j'ai eu la chance de vous voir, c'était en l'Orne. Et là, Aurélien a beaucoup de délicatesse parce qu'il a organisé cette soirée à 5 minutes de chez moi. Donc je trouve que c'est vraiment très agréable. Je voulais aussi vous remercier d'être venu pour échanger sur un livre que je viens de publier et qui est le fruit d'un travail issu d'une observation et d'un engagement très actif dans la vie publique depuis 30 ans. Alors, c'est un travail qui nécessite d'échanger parce que j'ai conscience, et je vous le dirai dans un instant, qu'une partie est un peu ingrate parce que sur les sujets de finances publiques, il est difficile de les vulgariser au point de risquer la caricature. Et donc, il faut arriver à trouver une juste mesure. Et il n'est pas toujours commode de trouver cette juste mesure. Je voudrais, pour commencer, je vais essayer de ne pas être trop long de manière à laisser de la place à nos échanges. Vous dire quand même que ce qui reste de ces 30 ans d'observation, c'est le sentiment que nous avons à un pays étrange, mais bien aimé naturellement, qui a tissé au cours des 30 années que j'ai pu observer une toile interminable de complexité, à la fois de lois, de textes qui s'empilent les uns des autres et qui rendent notre droit et qui rendent nos finances parmi les plus compliquées du monde. Cette complexité comporte beaucoup d'inconvénients que vous imaginez, mais comporte des coûts aussi. Ces coûts ont été évalués par les organisations internationales et notamment par l'OCDE à 3 points de PIB, ce qui n'est pas rien. Ça fait en gros 60 milliards d'euros qui ne se retrouvent pas dans le fonctionnement de notre économie et qui sont des coûts que nous pourrions éviter si nous n'avions pas un goût immodéré pour cette complexité. Cela étant, tout le monde le dit, tout le monde le pense, et même le corps politique. Les présidents de la République l'ont dit successivement depuis 40 ans. Cela étant, la marche interminable, inexorable de la complexité continue devant une nation complètement déboussolée et parfois découragée, et on se demande comment on peut essayer d'en sortir. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, non pas d'en sortir, mais d'expliquer quel pouvait être le chemin que nous devions prendre, emprunter pour pouvoir en sortir. Alors en fond, je suis parti de cet écheveau composé de fils incroyablement serrés et même asphyxiants, si vous voulez, qui paralysent le pays, en essayant de les démêler et en essayant d'en faire une sorte de manuel accessible aux citoyens. Alors vous me direz, il y a des parties qui sont un petit peu compliquées, mais surtout qui permettent d'éclairer ce lien que je crois très important entre les finances publiques et la démocratie. Ce rapprochement n'est pas si simple pour les citoyens et vous verrez tout au fil de notre discussion qu'on y arrive quand même assez vite. Donc après cet examen, le constat qui n'est pas original d'ailleurs que je fais, c'est que la situation du pays est très critique
et que si nous ne voulons pas que l'essentiel soit menacé, il est temps d'agir. Et je pense que le corps politique et les administrations ne suffisent pas. Il faut que les citoyens se sentent impliqués dans ce travail de transformation profonde du pays pour en faire un pays qui soit enfin responsable, enfin raisonnable. Le livre est construit en 4 parties. La première partie est une photographie de la situation des finances publiques. C'est une partie que vous connaissez, mais que j'ai essayé de présenter d'une manière aussi concise que possible. Ce n'est pas la partie, je reconnais, qui est la plus facile à lire. Elle est un petit peu austère, mais je pense que c'était inévitable de faire la photographie de la situation de départ. J'en conclus dans cette première partie que par sa gravité, par l'importance de la dette, son poids de cette dette prive l'État de sa capacité à investir et menace par des effets dominos de mettre en péril la protection sociale des Français qui croient pourtant éternelle, et même les finances des collectivités territoriales, que le poids de cette dette met en péril également l'équilibre entre les générations, pas seulement avec des risques entre les générations qui ne se connaissent pas, mais avec des difficultés au sein même des familles, entre les enfants et les parents, voire les grands-parents. Et enfin, le poids de la dette fragilise la capacité de notre pays à investir et donc à préparer son avenir avec des charges fiscales qui pèsent sur les générations qui montent pour entretenir une génération qui laisse à la fois des retraites importantes à payer, des pensions importantes à payer et une dette à rembourser. Je passerai rapidement sur les causes de cette situation de court terme parce que le court terme fait partie des commentaires classiques qu'on entend à la télévision, qu'on voit à la télévision et qu'on lit dans la presse. J'ai préféré essayer de tirer des lignes de force sur l'explication, la mienne en tout cas, pour expliquer et décrire pourquoi on en est arrivé là. D'une part, nous pensons que nous sommes en crise. Dans la réalité, la crise de 2007 et 2008, j'indique que c'est pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase des déficits et de l'endettement, mais dans la réalité, ça fait tout de même 35 ou 37 ans que nous sommes dans une situation de déficit public, parfois d'ailleurs excessif, puisque j'articule l'idée que depuis le choc pétrolier, le premier choc pétrolier, nous n'avons pas fait les ajustements économiques qui étaient absolument indispensables pour pouvoir trouver un autre ordre économique qui nous permettait d'avoir un système qui fonctionnait. Deuxièmement, je trouve que les débats politiques en France est d'une pauvreté qui est triste, puisque en fait le jeu consiste à chaque fois qu'un pouvoir accède aux responsabilités d'expliquer que c'est la faute du précédent si nous sommes dans cette situation, ce qui est généralement pas faux, car je crois en effet que depuis 35 ans, ils ont réussi à faire jaillir une sorte d'irruption de dette qui s'accroît chaque année et qui parfois prend sa source dans des périodes qui sont antérieures mais qui ont pu être réputées tout à fait florissantes. Ainsi, par exemple, nous avons quand même trouvé le moyen, dans la période 98-2000, de cacher nos recettes au motif qu'elles étaient si importantes que nous risquions de dépenser davantage à cette période, alors que nous avions déjà une dette accumulée qui était très importante. Je prends le parti de dire que la priorité n'est pas de se renvoyer la balle. La priorité, c'est de faire une étude objective et sincère des symptômes de l'addiction dont nous souffrons. Et cette addiction, à mes yeux, pour vous les contribuables, au nombre desquels je me compte naturellement, c'est l'addiction à l'impôt, mais l'impôt n'est jamais instauré que pour couvrir la dépense, et notre addiction, c'est celle de la dépense. Nous vivons dans un mythe en France, le mythe de l'équivalence entre la dépense publique et la croissance. Finalement, beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'accroître la dépense et la croissance se retrouvera à due concurrence. Rien n'est plus faux. La dépense publique en France n'a jamais été aussi élevée qu'actuellement. Je ne dirais pas que la croissance est la plus faible qu'on ait connue, mais enfin, elle est quand même extrêmement faible. Ce qui veut dire que tous ceux qui croient encore à l'équivalence entre la dépense publique, le niveau de dépense publique et le niveau de croissance, soit se trompent, soit nous trompent. Dans tous les cas, c'est en tout cas une très mauvaise croyance.
Cela étant, je suis de ceux qui pensent que les responsables politiques, au nombre desquels je me compte également, ne doivent pas non plus rendre vaine une croyance un peu confortable sans trouver de solution. C'est la raison pour laquelle mon but, à travers ce livre, c'est d'essayer de guérir cette addiction à la dépense et de proposer des réponses à cette situation à travers des explications qui, je l'espère, vous convaincront. La première explication que je trouve, c'est l'invraisemblance de la gouvernance de notre pays. C'est tout de même un pays qui a réinventé le Moyen-Âge au XXe siècle, et maintenant nous sommes au XXIe, qui a parcellisé la gouvernance du pays en 3 catégories principales. Vous avez l'État, qui d'ailleurs, si nous avions des comptes consolidés, je vous dirais que nous n'en avons pas, mais si nous avions des comptes consolidés, est à hauteur de 35% seulement. L'État que nous pensons être l'État-providence, dans la réalité, est un associé très minoritaire dans les finances publiques. La protection sociale, qui représente 50%, et les collectivités territoriales, qui représentent 20%. Ces 3 sous-secteurs, puisqu'on les appelle comme ça dans notre jargon, fonctionnent séparément. Aucune coordination, aucune consolidation, aucun pilotage commun n'existe. Or, ce qui est gravissime, c'est que l'État, au fil des décennies, s'est coupé d'un certain nombre de responsabilités qu'il a transférées, partie à la protection sociale, partie aux collectivités territoriales. Alors vous me direz, mais s'il avait bien organisé l'articulation entre ces différents opérateurs-là, après tout, pourquoi pas? Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dans la réalité, il s'est défait cette responsabilité qu'il a transmise, par exemple, à la protection sociale, par exemple aux collectivités territoriales, tout en conservant son pouvoir de prescription. Ce qui veut dire que vous avez 3 acteurs, avec l'acteur initial qui continue de prescrire, et qui prescrit avec d'autant plus d'ardeur qu'il ne paye pas le coût de sa prescription. Ça veut donc dire que lorsque vous êtes la protection sociale et lorsque vous êtes les collectivités territoriales, vous apprenez le matin, à travers une circulaire, que l'État a décidé de mener telle ou telle politique publique dont vous avez la charge, et dont il vous enverra la facture, et sur laquelle vous n'avez aucune prise. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que l'État prescrit par jour n'est pas mince. Un préfet reçoit 320 pages de circulaires par jour. Je vous laisse imaginer, le préfet est le responsable principal des services déconcentrés de l'État. Il reçoit chaque jour 320 pages de circulaires sur l'art et la manière de gouverner l'espace départemental qu'on a placé entre ses mains. Et ça n'est quand même, encore une fois, que 35% de l'activité. Donc, j'indique dans le livre qu'il est absolument capital de remettre de l'ordre dans cette gouvernance. Il faut mettre un principe en place qui est tout simplement instaurer un principe de prescripteur-payeur. L'autorité qui prescrit doit payer de manière à pouvoir discipliner la dépense. À défaut de quoi, nous serons dans une situation qui continuera d'être intenable. Je ne veux pas, à 7 heures du soir, faire un cours de comptabilité publique. Je voudrais quand même vous dire que ces 3 administrations, l'État d'un côté, la protection sociale de l'autre, les collectivités territoriales de l'autre, ont des référentiels comptables séparés. Leur système comptable n'est pas le même. Aucune consolidation entre une politique publique qui est menée conjointement par l'État, par la protection sociale et par les collectivités territoriales, n'est évaluable, puisque les dépenses y afférentes, quelle que soit la catégorie à laquelle elles s'appliquent, sont calculées selon des principes comptables qui ne sont pas les mêmes. En conséquence, vous ne pouvez pas évaluer la politique publique qui est menée, et vous ne pouvez pas savoir si les politiques publiques qui sont menées sont efficaces, moyennant quoi, comme vous les considérez comme inefficaces puisque les gens ne sont pas contents, eh bien vous augmentez la dépense, pensant qu'en l'augmentant, vous pourrez trouver des solutions aux problèmes que vous avez constatés. Autre exemple de fuite, je ne prends que des exemples puisque je ne veux pas vous priver du plaisir de lire le livre. Autre système absolument invraisemblable, la France a maintenu un système qu'on appelle, nous, de crédit évaluatif. Alors que
quand on veut piloter des administrations, on leur dit de quelles sommes elles peuvent disposer pour mettre en œuvre la politique publique qu'on leur a confiée. Les crédits évaluatifs sont d'une toute autre nature, c'est-à-dire qu'on évalue les sommes que probablement on dépensera au titre de la politique publique qui a été confiée aux opérateurs de l'État. Donc vous avez dans de nombreux domaines des sous-budgétisations initiales qui sont considérables, parce que l'État, pour montrer qu'il est vertueux, d'abord aux Français au moment de la présentation du budget de la loi de finances, pour montrer aux partenaires européens qu'il est vertueux, au niveau du budget initial, indique que finalement ces politiques publiques sont maîtrisées et qu'elles ne coûteront pas plus cher que la somme qu'il a initialement inscrite. Sauf qu'il y a des dérives, comme nous disons, en gestion. Et ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec certaines politiques publiques, avec certaines politiques publiques qui, en fin d'année, je constate que le micro nous a lâché, qui, en fin d'année, vont coûter 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix initialement budgétisé. Ces méthodes de gestion sont catastrophiques. Et j'essaie d'expliquer qu'elles justifient une partie de notre incapacité à tenir la dépense. Cela étant, je termine cette partie-là en disant que je ne préconise pas d'en rester à ces discours aigris qui consistent à dire rien ne marche en France. De toute façon, c'est désespérant. Le micro est un peu désespérant aussi. Et c'est désespérant, et donc on abandonne la partie. Et dans la partie suivante, que j'appelle la partie de l'espoir, j'indique que, en effet, la situation est dégradée, mais pas désespérée. J'indique que le fonctionnement est extrêmement mauvais et qu'avec ce fonctionnement-là, nous ne pourrions pas continuer, mais qu'il y a des pistes d'espoir qui ne sont pas négligeables. Et je fais le choix de commencer par ce qui n'a pas obligatoirement une très bonne réputation, mais pour laquelle je souhaite m'engager clairement, qui est l'Europe. Je pense que les Français sont assez ingrats à l'endroit de l'Europe, parce que d'abord, ils auraient des déficits publics qui seraient encore beaucoup plus tragiques s'ils n'avaient pas l'Europe, s'ils ne bénéficiaient pas de taux d'intérêt si faibles par rapport à une situation financière qui mériterait des taux d'intérêt plus élevés. Je peux même dire que d'ailleurs, il y a eu un effet probablement anesthésiant de la protection de l'euro, puisque la France est considérée comme une signature de très grande qualité. Grâce à la solidarité qui existe au niveau européen, cette signature n'aurait pas du tout la même qualité si nous étions un pays qui ne bénéficie pas de cette solidarité européenne. Par ailleurs, en matière de recherche, de développement, d'innovation, etc., l'Europe a beaucoup apporté, contrairement à ce qu'on raconte. Et il est vrai que l'Europe des directives, l'Europe des normes, etc., est extrêmement décevante. Je dois dire que ce qui est un peu exaspérant quand même, c'est que si les textes européens sont agaçants, pourquoi la France y ajoute-t-elle une couche supplémentaire de complexité et d'absurdité qui nous fait perdre, nous, dans nos négociations avec Bruxelles, toute chance d'être entendus, puisque quand on leur dit « votre droit est trop compliqué », on nous dit ben, « on est désolé, mais vous l'avez en plus de ça compliqué vous-même ». Autre exemple d'espoir, c'est des redressements qui ont été réussis dans d'autres pays. J'en prends 2. Il est vrai, les plus couramment choisis, et c'est parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils ont, pour les uns, été des majorités sociodémocrates, et pour l'autre, une majorité libérale. Sociodémocrate pour la Suède, libérale pour le Canada. Ça s'est passé à chaque fois dans les années entre 90 et 95. La Suède a résorbé 10 points de PIB de déficit public. Au bout de 5 ans, il y avait 5 points de PIB d'excédent. Les excédents ont été assumés d'ailleurs comme étant nécessaires pour réduire l'endettement. Et donc ça veut dire qu'ils ont résorbé 15 points de difficultés financières. Le Canada, en 3 ans, a résorbé 10 points de déficit public. Quand on nous raconte que la situation d'un pays qui est arrivé à 10 points de déficit public est absolument impossible à résoudre, c'est absolument faux. Des pays l'ont fait, et je dois dire que le paradoxe,
c'est qu'il s'agit de deux majorités différentes et qu'elles ont été réélues, figurez-vous. Et quand on dit que la vertu budgétaire interdit la réélection, c'est parfaitement faux, puisque les exemples que je vous cite sont ceux précisément qui ont connu plutôt une reconnaissance des électeurs. Il est vrai qu'on ne voit guère de majorité en France au cours de ces 35 dernières années qui est vraiment mérité d'être renouvelée. Et souvent elles l'ont été, précisément parce qu'il y avait un tel désespoir avec la proposition d'en face que finalement on considérait qu'il fallait renouveler ceux qui étaient au pouvoir. Donc je termine cette partie d'espoir avant d'aborder la dernière partie qui est celle des propositions en disant que rien n'est perdu. En revanche, il faut être lucide, c'est un changement de paradigme auquel nous sommes invités, et sans ce changement de paradigme, c'est-à-dire que si nous voulons simplement rapiécer le système dans lequel nous sommes depuis 35 ou 40 ans, il n'a aucune chance de survivre, et il faut avoir la sagesse de se dire que les réformes qui nous sont annoncées comme étant inévitables par l'ensemble des observateurs internationaux sont à faire dès que possible, à défaut de quoi elles seront de plus en plus difficiles à faire, elles coûteront de plus en plus cher et elles provoqueront les mouvements sociaux les plus violents. Et donc il y a intérêt à les engager avec courage, le plus tôt possible. Après, je fais un certain nombre de propositions parce que je pense que il n'est pas raisonnable que les hommes politiques passent leur vie à critiquer ce qui se fait sans prendre le risque de faire des propositions. Je fais quelques propositions que je vais vous indiquer rapidement parce que le but, encore une fois, est de vous laisser poser des questions. Merci beaucoup, ça va me permettre de moins forcer ma voix, ce qui va être plus commode. La première proposition que je fais, qui est budgétaire, elle consiste à dire nous n'allons plus avoir de comptes particuliers autrement qu'analytiques entre l'État, la protection sociale et les collectivités territoriales. La France est une république une et indivisible, il faut consolider les comptes publics, de manière à ce qu'on ne s'amuse plus à, dans les comptes, jouer en renvoyant les dépenses d'un secteur à l'autre pour essayer de masquer la triste vérité. Deuxième recommandation que je fais, c'est une modernisation de la gestion des ressources humaines de la sphère publique. Nous sommes dans une situation absolument catastrophique où il faudrait une trentaine de cadres statutaires, alors qu'actuellement ils sont entre 600 et 1000 cadres statutaires. Il faut en faire une trentaine, il n'y a pas plus de 30 métiers dans la sphère publique, il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de cadres statutaires. Il faut accepter l'idée de la rémunération au mérite collectif pour les fonctionnaires. C'est vrai dans de très nombreux pays et il n'y a pas de raison de ne pas le faire en France. Il faut accepter de réformer la haute fonction publique. On ne peut pas réformer la fonction publique de niveau moyen et faible sans que la haute fonction publique accepte de se remettre en cause. Les grands corps de l'État sont propriétaires de la France. Ils se sont répartis entre eux le fonctionnement du système. Pour moi, c'est une élite tout à fait remarquable qui est probablement parmi les meilleurs du monde. Ça n'est pas suffisant pour lui reconnaître un pouvoir quasi monarchique sur des domaines entiers de fonctionnement du pays. Or, c'est pourtant le cas. Je donne comme exemple, il est probable que si nous ne le connaissons pas nous, le directeur de budget de 2045 est connu aujourd'hui. C'est-à-dire que, de toute manière, la carrière des hauts fonctionnaires en France est programmée 40 ans avant, j'abuse, 30 ans, mais c'est quand même pas beaucoup mieux, et je trouve que c'est tout à fait choquant, donc il faut que la haute fonction publique accepte de se remettre en cause. Je ne fais pas de fixation sur l'ENA, mais je trouve quand même assez choquant, je le dis très franchement, que, par exemple, un normalien qui n'a pas fait l'ENA, qui me paraît avoir des capacités au moins équivalentes, n'a strictement aucune chance d'être directeur d'administration centrale un jour, au seul motif qu'il n'aura pas fait l'ENA. Et ceux que vous trouverez, ce ne sont pas généralement dans des directions internes à l'État, mais dans des directions générales d'opérateurs extérieurs à l'État. Il y a un monopole réservé à l'État que je trouve assez choquant dans un pays moderne et qu'on ne trouve pas d'équivalent dans d'autres pays. J'en viens aussi à la responsabilisation. On ne dit jamais assez que lorsqu'on est dirigeant politique, c'est-à-dire élu, lorsqu'on est membre d'une administration, notamment centrale, on n'utilise pas son propre argent et on utilise l'argent, le fruit du travail des citoyens. Je pense qu'il faut donc
moraliser la vie politique et responsabiliser la vie politique. Il me semble par exemple que, et j'y reviendrai dans un instant, que nous avons créé une monarchie républicaine en France avec l'instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel et avec l'inversion du calendrier. Nous avons transformé complètement la classe politique puisque nous avons dégradé le Premier ministre qui n'est plus que le porte-parole du président de la République quand ils s'entendent bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous avez des députés de la majorité qui sont devenus des godillots. Ce système, un coq-à-l'âne, ce système ne fonctionne plus et il faut impérativement responsabiliser le Premier ministre. Alors je propose d'instaurer des solennités qui vont vous surprendre, mais qui sont le fruit de ma propre vie professionnelle, puisque j'ai commencé ma vie dans le notariat et je l'ai fini comme magistrat. Et dans les deux cas, j'ai eu à prêter serment, et le serment qu'on prononce devant une juridiction nous engage. Et j'ai souvent vu que ma vertu intrinsèque n'aurait pas suffi, et le fait d'avoir prêté serment avec les sanctions qui sont attachées au serment que vous avez prononcé, vous fait réfléchir lorsque vous avez une décision difficile à prendre. J'imagine donc que le Premier ministre devrait, lorsqu'il présente le budget à la tribune de l'Assemblée nationale, prêter serment sur la sincérité de la proposition budgétaire qu'il fait. Et pour durcir un petit peu les choses, je propose que s'il n'a pas été en mesure de respecter les engagements qu'il a pris, il demande pardon aux générations futures pour les avoir entraînés dans une situation qui n'est pas acceptable. Et enfin... Sois responsable sur ses biens propres. J'y viens, vous m'avez précisé. J'indique d'ailleurs qu'à l'image du permis de conduire que vous pouvez perdre lorsque vous avez commis des excès de vitesse, on pourrait imaginer que le permis de conduire des premiers ministres soit à point et que, au fil des années, en cas de dérapage des propositions qu'il nous fait, il perde des points et qu'au bout de la 4e année, pour peu qu'il reste 4 ans, il perde son droit de piloter les finances publiques de la France, puisqu'il n'aura pas démontré qu'il n'était pas capable de conduire sans jeter la nation dans le ravin. Alors, s'agissant par exemple du président de la République, je prends un parti qui n'a aucune chance d'être naturellement choisi par les Français, mais je trouve qu'ils ont bien tort. Je me demande si les Français ont compris le piège dans lequel on les a enfermés avec l'élection du président de la République au suffrage universel. J'indique pour ceux qui l'ont oublié qu'en 1958, on n'a pas du tout prévu que le président de la République serait élu au suffrage universel. Ceci s'est fait en 1962. Je vous conseille vivement de lire le discours de Michel Debré devant le Conseil d'État en 1958, quand il explique les raisons pour lesquelles il ne serait pas sage que l'élection du président de la République se fasse au suffrage universel. C'est un texte délicieux dans lequel il dit toutes les difficultés, tous les excès de démagogie dans lesquels nous pourrions tomber si nous avions une élection du président de la République au suffrage universel. Ben, nous sommes encore tombés beaucoup plus loin que ce qu'il avait prévu au moment de l'institution de la Ve République. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'élection présidentielle en France, qui est la seule qui est unique, vous trouverez des systèmes présidentiels ailleurs, mais dans des pays fédéraux. Vous n'en trouverez pas dans des pays centralisés comme le nôtre. Les élections présidentielles, avec l'inversement de calendrier, sont devenues une foire aux promesses. C'est qui promettra le plus. Et les Français, naïfs, gobent ce qu'on leur dit, et sont surpris le lendemain d'entendre qu'on ne pourra pas respecter les engagements qu'on a pris devant eux, puisqu'on est élu, il n'y a pas de raison de le faire. Je termine en vous disant qu'il ne suffit pas de dresser le procès de la classe politique et de dresser le procès des administrations pour que nous puissions résoudre les problèmes de la France. Je lance dans ce livre et à la fin de ce livre un appel aux citoyens. On ne peut pas être un citoyen au sens premier du terme quand on est aussi avide d'assistanat, quand on veut bénéficier de toutes les protections, quand on en demande toujours, quand on ne fait aucun lien entre les protections dont on bénéficie et le coût qui en résulte. Je trouve qu'il y a une irresponsabilité collective qui est coupable, et ceci doit être dû aux Français. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne sauvera pas, à mes yeux, la démocratie si elle ne conduit pas
vers plus de responsabilité des élus, plus de responsabilité des administrations, mais aussi plus de responsabilité des citoyens. Ils font une pression sur la classe politique qui n'a aucune vertu et qui cède, une pression permanente pour avoir toujours plus de dépenses, pour avoir toujours plus de règles de droit, toujours plus de protection et jamais plus de devoirs à l'endroit de la société. Et ça ne peut pas vivre longtemps. Je pense en effet que c'est une des causes qui fait que notre démocratie est tout à fait menacée. La conclusion du livre, c'est qu'il y a deux façons de voir le problème dans lequel nous sommes et l'impasse dans laquelle nous sommes engagés. Soit on considère que la partie est perdue, soit au contraire elle est tellement perdue qu'elle nous oblige à revoir le système dans lequel nous vivons. Et je pense qu'il y a une opportunité pour redonner sens à la vie politique française et participer d'ailleurs à la révolution des mentalités que le monde occidental doit accepter de faire s'il veut survivre par rapport aux pays émergents qui sont en train de lui tailler des croupières. Et donc je pense que ça nous appelle à comprendre le monde nouveau dans lequel nous sommes entrés, et je me réjouis d'être ce soir avec le parti qu'anime Aurélien, parce que c'est un parti qui réfléchit, c'est un parti qui ne soutient pas l'idée qu'il faut développer l'assistanat dans le pays, c'est un parti qui dit qu'il faut trouver un juste équilibre entre les prélèvements et la dépense, et je crois qu'il faut impérativement que nos compatriotes reprennent sens des responsabilités. Nous avons à repenser beaucoup de notre organisation. Nous avons à réinitialiser l'éducation, la recherche. Nous avons à retrouver confiance dans l'économie réelle. Nous avons à réformer un certain nombre de sujets qui sont délicats. Tout le marché du travail, par exemple. Nous considérons qu'il est impossible à réformer au motif que les Français ne le voudraient pas. Mais aujourd'hui, le marché du travail en France est complètement artificiel. Il est fondé sur des indemnisations qui sont payées par des emprunts qui seront remboursés ou jamais remboursés par la génération qui, elle, n'a pas d'emploi. Ce système n'a naturellement aucune chance de survivre. Et je pense que, et ça fait 2 fois que je vous promets que c'était la fin, je pense que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de nous armer moralement comme la génération des parents, pour les gens de mon âge, a eu au sortir de la guerre où tout paraissait franchement perdu, où nous étions dans une situation aussi grave financièrement que celle actuelle, mais en plus de ça avec des dégâts humains qui étaient tragiques. Eh bien, ils ont réussi à se doter d'une solidarité qui les a amenés à reconstruire le pays dans des conditions tout à fait satisfaisantes et d'ailleurs inventer les 30 Glorieuses dont beaucoup d'entre nous ont pu bénéficier. Et donc nous avons des choix radicaux à faire. Ça veut dire qu'il faut protéger les plus faibles, à l'évidence, je le dis au Parti libéral qui ne conteste pas, je suis sûr. Il faut dire qu'en revanche, il faut donner aux plus entreprenants des marges de liberté qui sont absolument indispensables pour créer de la richesse, alors qu'aujourd'hui, cette richesse est bloquée par la difficulté dans laquelle les plus entreprenants peuvent mettre en œuvre les idées qui sont les leurs. C'est être conscient que nous sommes sur une planète qui est devenue une nouvelle patrie, où en effet des solidarités doivent exister, mais en même temps nous devons prendre une part importante dans cette organisation mondiale qui est en train de se construire, en appelant à une éthique globale de la vision du devenir de l'humanité. Ça veut dire que nous devons accepter de revoir notre relation entre les générations présentes qui sont en train de prendre toutes les richesses, y compris celles qui n'ont pas encore été créées, sans s'occuper des générations qui suivent. Ça veut dire qu'il faut absolument intégrer dans toutes les décisions que nous prenons cette solidarité indispensable dans toutes les générations. Et précisément, c'est l'idée de se dire que si chaque citoyen a conscience qu'il est issu d'une histoire qui est plus grande que lui, c'est-à-dire qu'il est l'héritier de quelque chose qui a été construit avant lui, qu'il a le devoir de maintenir, voire d'y ajouter une valeur justement ajoutée afin de pouvoir donner aux générations suivantes leur propre chance. Ça permet à chaque citoyen, au lieu de se trouver comme l'héritier qui bénéficie d'une aubaine exceptionnelle,
de se rendre compte qu'il est un maillon d'une chaîne qu'il a absolument besoin de maintenir pour permettre de construire un avenir pour les enfants. J'ai été trop long dans cette présentation initiale. J'ai essayé de vous résumer un petit peu le livre et en tout cas maintenant je propose de répondre à vos questions autant que vous le voulez sous la gouvernance éclairée d'Aurélien. Merci beaucoup.